et le contexte réglementaire qui fait qu'on évolue dans un cadre assez contraint aujourd'hui, indépendamment des engagements, des volontés de mettre en avant d'aller vers ce que vous avez Christophe, l'évolution de l'agriculture. Le contexte réglementaire devient de plus en plus important. Donc, je vais reprendre quelques points de réglementation et essayer d'identifier avec vous quelles sont les impasses techniques que peuvent représenter demain ces points réglementaires et les difficultés qu'on peut rencontrer pour vous. Je suis un peu désolé, ça ne va pas être très positif comme présentation, parce que ça va être tout en avant et un cadre compliqué pour l'agriculteur et les agriculteurs que vous êtes. Premier point, je reviens sur la loi EGalim. Donc c'est la loi qui a été votée en fin d'année, qui a repris quelques points spécifiques qui vont vous impacter en tant qu'agriculteur. Le premier point, c'est la notion d'interdiction de remise, rabais et ristourne. Ce point-là, on voit très bien ce que ça veut dire quand on parle d'une firme phytosanitaire qui va vers son distributeur et qui va être dans un cadre contraint commercial. Mais cet enjeu-là, il va vous impacter lui aussi, parce que dès l'année prochaine, ça se met en place progressivement, et dès les prochains achats, vous allez aussi vous être considérés comme des acheteurs, et votre distributeur de produits phyto, normalement, va se situer dans un cadre contraint également, de ne pas pouvoir vous accorder des remises rabais et ristournes tels qu'ils vont le faire les années précédentes. Donc ça change quand même complètement le niveau commercial qui va être mis en place dans les années à venir. Deuxième point de la loi EGalim, dont vous avez pas mal entendu parler sans doute également, c'est sur l'enjeu de la séparation de la vente et du conseil, qui était un engagement d'Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale. Cet engagement donc, est en train d'être mis en place avec deux niveaux de conseil qui ont été définis dans le projet de loi. Donc c'est l'établissement d'un conseil stratégique et indépendant. Ce conseil-là est bien défini aujourd'hui dans le projet de loi et l'arrêté qui est en cours de consultation publique. Ce conseil-là sera un conseil qui devra être fait 2 fois tous les 5 ans à minimum. La charge financière de ce conseil va reposer sur vous en tant qu'agriculteur. Ça, c'est le cadre général qui est mis en place. Il y avait la notion de séparation capitalistique qui est aujourd'hui évaluée qu'un vendeur ne pourra pas faire du conseil. Donc ce conseil-là ne pourra pas être fait par le vendeur de produits phyto. Et puis il y a tout l'enjeu du conseil spécifique qui est en fait le conseil qui, à mon sens, est le plus important. C'est celui que vous avez au quotidien par votre fournisseur de produits qui va vous apporter un accompagnement dans la mise en œuvre, des fois par de l'aspect modélisation, en apportant des règles de décision, en disant ben là il faut peut-être appliquer, voilà le suivi des vols de sordeuses, donc l'application doit être faite. Ce conseil-là spécifique, régulier, j'ai envie de dire, au quotidien, ben celui-là il n'est pas trop rentré encore dans le cadre de l'arrêté tel qu'il est écrit aujourd'hui. Et il reste très incertain. Donc en fait, on est un peu dans une position où on est sûr d'avoir une contrainte de plus en tant qu'agriculteur avec ce conseil stratégique indépendant, contrainte financière, il va falloir payer une journée d'un technicien qui va venir vous faire un conseil. Et le cadre du conseil qui est le plus important, finalement, il risque de ne pas être trop introduit dans la loi, mais on risque de rester un peu sur un entre-deux sans trop savoir où on est et que finalement, rien ne va trop changer au quotidien. Je dis bien que ça reste encore à l'état du projet, puisque c'était un projet de loi qui était en consultation publique et qui doit être terminé, je pense, en consultation publique. Deuxième point aussi qui est toujours en cadre de projet, c'est le certificat d'économie de produits phytosanitaires. Très rapidement, dit plus connu sous le terme CEPP, ce cadre était un cadre qui contraignait les fournisseurs de produits phytosanitaires à conseiller des actions normées pour réduire les produits. Il y a des actions qui sont définies. Une action est définie pour indiquer qu'elle va permettre de réduire un IFT et le fournisseur de produits phytosanitaires devait s'engager à mettre en œuvre ces actions auprès des professionnels agricoles. Le cadre était contraint jusqu'à présent, puisqu'il entraînait des pénalités financières auprès du distributeur s'il ne mettait pas en œuvre ces fiches actions et ces actions d'économie de produits phytosanitaires. Dans le projet de loi qui est en cours de consultation, le cadre contraint financier aurait disparu. Ce qui fait qu'on devient, là encore, sur un système d'action qui, n'ayant pas de contraintes financières, risque assez rapidement d'évoluer vers pas grand-chose de constructif. Et finalement, le distributeur le fera ou ne fera pas ce conseil d'action pour réduire les coûts. En fait, ce projet de loi est arrêté là, sur ces deux points-là.
s'est focalisé, donc tel qu'il est écrit aujourd'hui, sur l'engagement d'Emmanuel Macron qui était séparation capitalistique. Ça, c'était un point d'engagement. Le reste, n'était pas de l'engagement de campagne, donc vraiment, c'est en train d'être un peu remodelé, sans trop d'impact réel pour la filière. Un point important de la loi Egalim, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui va sans doute prendre une part importante dans la réflexion professionnelle et régionale, c'est sur la notion de, bon, on va l'appeler comme ça, c'est le terme, mais sur la ZNI des riverains, zone non traitée vis-à-vis des riverains. Vous avez aujourd'hui des zones non traitées qui ont été prises en place dans le cadre des arrêtés départementaux, préfectoraux, pour les ZNT en fonction des zones sensibles, suite aux événements d'il y a quelques années au niveau des pulvérisation proche d'une école dans le Bordelais, etc. Il y a eu ce type d'arrêté sur des zones sensibles. Donc les zones sensibles, c'était les écoles, les maisons de retraite, etc. Donc là, il y a des arrêtés régionaux, préfectoraux qui sont pris. Ce cadre-là va être élargi à l'ensemble des riverains. N'importe quelle personne habitant à proximité d'une ville est considérée comme un riverain. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de la loi Egalim, il est demandé que des mesures de protection soient prises et que des chartes d'encadrement des applications soient mises en place à l'échelle régionale pour protéger et apporter, éviter des transferts de produits sur les jardins. La zone riverain, c'est la bordure de propriété, c'est pas la maison en tant que telle. Donc si vous êtes en bordure de propriété, si la maison est 500 mètres plus loin, c'est la bordure de propriété, donc vous avez en ligne la bordure de propriété, vous êtes en situation riverain dans ce cadre-là. Donc ça, c'est le premier point. Donc, va se mettre en place régionalement des cadres de réflexion. Il va y avoir une mobilisation pour que chaque région prenne des engagements et des solutions sur comment gérer ces situations. L'autre point sur les indemnités riverains, c'est que finalement, indépendamment du cadre de la loi Egalim, dans le cadre de l'homologation des substances actives et des produits phytosanitaires, il est introduit de plus en plus, dans le cadre des lignes directrices définies par l'Europe, la prise en compte des risques de transfert et de contamination ou de risque santé pour les riverains, qui fait qu'il est fort probable qu'au niveau des produits phytosanitaires à l'avenir, on se retrouve sur l'étiquette avec des ZNT riverains identifiés. Pour un produit, il pourrait y avoir une ZNT riverain de 20 mètres. Vous n'aurez pas le droit de traiter à moins de 20 mètres de la clôture de propriété. Donc ça fait 3, 4, 5 ans de vie, potentiellement pourraient être protégés par ce produit-là. En fait, c'est un produit, mais à voir s'il existera des produits à terme qui pourront l'être. Donc ça aussi, c'est un point de perspective, mais qui est fort probable. Donc on va encore amener des contraintes supplémentaires dans l'utilisation des... On avait les ZNT hauts, et maintenant on est vraiment sur une logique de ZNT qui va s'appliquer à d'autres cas, qui est le... oui, pardon. Le point sur la redevance pollution diffuse, donc ça vous savez, ça existe depuis plusieurs années. Vous, en tant qu'acheteur de produits phytosanitaires, vous payez sur les produits en fonction de leur dangerosité une redevance. Cette redevance est incluse dans le prix du produit et est reversée par le distributeur de produits phytosanitaires au niveau de l'État. En 2018, il y a eu une très forte augmentation de ce coût de la redevance. On a fait un peu d'évaluation, de calcul, en essayant d'évaluer dans les différentes saisons viticoles des programmes types d'application de produits. Et dans le cadre de cette évaluation, on estime que, grosso modo, vous allez avoir une augmentation de la redevance de l'ordre de 40% par rapport à 2018. Ce coût représente autour de 35 € par hectare complémentaire, qui est encore à la charge de l'utilisateur du produit. Cette redevance, comme je l'indiquais, elle est bien liée à la dangerosité estimée du produit. Les produits estimés dangereux ont une redevance plus importante que les produits non dangereux. Par exemple, les biocontrôles ne font pas partie et ne présentent pas de redevance sur les produits. Donc là encore une contrainte de plus, c'est une contrainte financière dans l'utilisation des produits. Le glyphosate, bon, vous connaissez tous la situation actuelle du glyphosate en termes de pression sociétale pour aller vers son interdiction, vers son retrait. Je resitue un peu quelques éléments clés de ces derniers mois sur la situation du glyphosate. En décembre, il y a eu une prise de position très claire sur confirmation de la volonté de son retrait au 31/12/2020, donc ça nous fait très peu de temps. Alors effectivement, comme le précisait Christophe tout à l'heure, le président de la République, lors du salon de l'agriculture, a réintroduit dans son approche une notion de
environ 80% du vignoble qui serait sans glyphosate, donc laissant une marge potentielle de négociation pour certains types de vignobles. L'ANSES, l'organisme d'évaluation des produits, a été saisi pour revoir toutes les homologations, puisque c'est le cas habituel, lorsque vous avez une réapprobation d'une substance active à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, donc à l'échelle française, l'ANSES est chargé de revoir toutes les homologations des produits phytosanitaires concernés, donc des spécialités commerciales, puisque dans le glyphosate, il y a une trentaine, une cinquantaine de spécialités commerciales différentes. Et dans le cadre de cette révélation, il est demandé par les pouvoirs publics à l'ANSES de ne conserver que les usages indispensables. Dès qu'il peut y avoir des solutions alternatives pour certains types d'usages, pour certains types de cultures par exemple, ou d'organisations particulières, il sera demandé à l'ANSES de ne pas renouveler l'autorisation pour cet usage spécifique. Alors il y a un petit enjeu, on est sur ce point-là, et donc les sociétés sont sommées de remettre leur dossier pour le 30 juin 2018. Fin 2018, il y a quand même eu certaines sociétés qui ont dès à présent pris l'enjeu de ne pas vouloir redéposer le glyphosate. Donc vous avez 132 spécialités commerciales qui ne sont pas renouvelées et qui n'ont pas été autorisées. Il en reste encore suffisamment, et ça veut bien dire qu'il y a aussi au niveau de certaines sociétés sanitaires une anticipation d'un éventuel retrait et n'engage plus de frais sur le glyphosate. Un dernier élément important, c'est qu'en mi-janvier 2019, vous avez sans doute vu dans la presse nationale cet événement où, suite à une saisine du tribunal de Lyon, le tribunal a annulé l'autorisation de mise sur le marché, l'homologation d'une spécialité commerciale spécifique détenue par Bayer Monsanto. Ce qui veut dire que c'est donc dans ce cadre-là le pouvoir juridique qui remet en cause le travail de l'ANSES, structure indépendante chargée d'évaluer les produits. Et dans les 48 heures qui ont suivi ce avis du tribunal, l'ANSES a retiré l'autorisation de ce produit. Tout ça pour dire qu'on est bien sur une logique où il y a une forte pression sur le glyphosate, et on ne peut plus aujourd'hui se contenter de dire oui, mais pour nous c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement, économiquement ça ne passera pas, on le sait, mais il n'empêche que l'ensemble des éléments qui s'enchaînent aujourd'hui, qui sont suivis, les engagements qui sont pris au niveau politique, donc il faut quand même envisager l'avenir sans glyphosate et voir comment on va pouvoir s'en sortir. Pour essayer de trouver quelques éléments et recentrer un peu les informations qui sont connues aujourd'hui, une task force glyphosate, on vous conviendra, l'ACTA et la PCA qui a été mis en place. l'ACTA, c'est l'organisme technique dont fait partie l'INEC. La dose pivot est 4 kg par hectare par an. Ça, c'est le cadre de l'évaluation. L'évaluation du dossier a été faite sur une base de 4 kg. Et l'enjeu est d'essayer de faire passer cette notion de lissage. Cette notion a pu être passée et elle est à la discrétion et à la responsabilité des États membres pour chaque spécialité de crime d'autoriser ou pas ce lissage, qui est une base de 28 kg par hectare sur les 7 années d'approbation de la molécule, qui représente une moyenne de 4 kg par an. Donc ça, c'est en cours. Par contre, ce qui reste un peu compliqué, c'est aujourd'hui 2 points. Celui que j'indique ici, c'est qu'en fonction de la dose d'une spécialité qui va être retenue par l'ANSES, dans le cadre du dossier de réévaluation d'une spécialité commerciale, il est fort probable, et on a déjà des spécialités qui sont sorties sur ce cadre-là récemment, d'avoir une ZNT, donc une zone non traitée vis-à-vis des cours d'eau et des arthropodes et autres, de 50 mètres. Et il est probable que tous les molécules de cuivre soient demain systématiquement avec une ZNT de 50 mètres. C'est le cas de poser un certain nombre de problèmes dans certaines situations. Deuxième point, et c'est tout l'enjeu de l'évaluation, c'est qu'aujourd'hui l'ANSES demande en fait aux sociétés de fournir des éléments pour prouver que si on met 6 kg une année et 2 années et 2 kg l'année suivante, on n'a pas d'effet négatif sur l'écosystème. Et c'était comme si on faisait 4 kg et 4 kg. Et ces éléments de 6 kg ou 8 kg appliqués une année, aujourd'hui il y a très peu d'études qui existent et il n'est pas sûr qu'on ait des éléments pour l'apporter. Donc il y a un gros point d'interrogation qui existe aujourd'hui, savoir si réellement les sociétés qui vont redéposer leur dossier et qui ont jusqu'au 30 mars 2019 pour déposer leur dossier, auront des éléments pour inclure dans leur demande un lissage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir du lissage, c'est prévu par l'EFSA, et l'ANSES dit aux sociétés de faire le travail pour nous prouver que c'est possible. Donc là aussi, un enjeu important. Il n'est pas certain que demain, l'ensemble des spécialités
soit tout avec la possibilité d'obtenir une forme de lissage de 27 kg sur 28 kg sur 7 ans. Sur le cuivre, il y a quand même pas mal de problématiques qui sont mises en avant. Le rapport de l'EFSA sur lequel a été donnée l'approbation met en évidence un certain nombre de risques pour les organismes et pour le travailleur également. Il faut bien voir qu'en prenant l'ensemble de ces risques identifiés par les pouvoirs européens, toute autre molécule n'aurait jamais été réapprouvée. Avec ces risques listés ici, les molécules normales n'auraient pas été réapprouvées au niveau européen. Il y a eu un cas particulier fait pour lui, par rapport à cet enjeu important vis-à-vis de la filière. Donc, par rapport au risque de travailleurs en ville, vous savez qu'aujourd'hui, Christophe a évoqué le problème des EPI qui sont obligatoires pour réentrer pour certaines matières actives. C'est-à-dire que vous avez un délai de réentrée de 24 heures, 48 heures, de 6 heures, 8 heures pour des spécialités. Et aujourd'hui, par rapport au risque de travailleurs en ville, il est fort probable que l'ensemble des homologations introduisent un port d'EPI lors d'une application de cuivre après la DRE. Et sans limitation. C'est-à-dire que si vous faites une application de cuivre dans votre ville, l'obligation pour tout travailleur jusqu'à la vendange d'avoir un EPI adapté. Je finis sur un dernier élément en date, l'aspect abeille. Donc l'ANSES vient de rendre un avis il y a quelques semaines suite à une saisine sur le risque abeille. Et aujourd'hui on est encore dans des discussions parce que les éléments de retour de l'ANSES sont assez problématiques, à savoir qu'il y aurait demain un élargissement d'interdiction de l'application d'insecticides et acaricides en population pendant toutes les périodes de floraison ou périodes de production des butin. La vie n'est pas très mellifère. Les périodes d'application insecticides, c'est pas forcément en période de floraison. Par contre, ça pose un gros enjeu pour toutes les zones et villes enherbées. Donc, je garde dans la parcelle, les fleurs potentiellement, si ce n'est pas tombé au bon moment. Et donc, vous êtes concernés par cette règle. Donc, on est dans une logique un peu contradictoire avec, quand on dit qu'il faut mettre de l'environnement dans le lit, avoir une logique de banque fleurie, à regarder, etc. On est un peu en contradiction, et là il y a aujourd'hui des débats, parce que demain ça va être de limiter tout l'enjeu de l'agroécologie, de l'accompagnement de l'agroécologie, si on ne peut plus appliquer des insecticides dans ces périodes. Le contexte réglementaire, j'ai déjà à peu près abordé. Je resitue quand même deux points importants que vous avez en tête. Les produits CMR, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ces produits-là risquent au niveau européen de ne pas être homologués maintiennent cette classification-là. C'est un enjeu. Et l'autre point, c'est les perturbateurs endocriniens, donc avec les normes qui viennent d'être mises en place. Ces deux points, CMR et perturbateurs endocriniens, pour la vigne, c'est quand même un enjeu très important. C'est la base de notre protection antimicrobienne. Ce sont tous les produits de contact connus hors cuivre qui sont concernés. Le folpel, le mancozeb et le méthyrate. Donc demain, il est probable, il est possible, que si ces classifications demeurent sur ces trois matières actives phares et clés logique de protection MIDU pour gérer les résistances des autres molécules disparaissent, on risque d'être dans une impasse et d'avoir une évolution des résistances très rapide et d'être très rapidement sans solution efficace. Et la risque riverain, je l'ai déjà évoqué, et ce que l'on se rencontre sur les risques riverains, c'est une étude qui a été faite par l'UIPC il y a quelques temps. Actuellement, sur 36 molécules en cours d'évaluation au niveau européen, pour la vie, que ce soit insecticides, fongicides ou herbicides, il y aurait seulement 4 molécules qui sortiraient du lot. Dans le cadre de la refondation européenne, sur 36 molécules évaluées aujourd'hui, il n'y aurait que 4 qui sortiraient du lot si on prend l'ensemble de ces critères. Pour schématiser un peu tout ça, l'UTP a aussi fait une étude, vous avez peut-être déjà vu ce schéma-là. Aujourd'hui en France, on a 164 spécialités commerciales. Si on enlève donc ce que j'appelle les CMR, on n'est plus qu'à 102 spécialités commerciales. Si on retire les perturbateurs endocriniens, on se retrouve à 118 spécialités commerciales. Si là-dessus on enlève, on dit on ne veut plus utiliser des produits qui obligent un port de pays après la DRE par rapport au risque que ça peut rencontrer, les contraintes que ça représente, on n'a plus que 53 spécialités commerciales. Et si enfin on enlève ce que je viens d'évoquer,
traiter l'ensemble des éléments que j'ai indiqués précédemment sur le risque riverain, etc., on n'a plus que 25 spécialités commerciales. C'est un tableau un peu drastique, un peu dramatique, mais qui situe bien un peu l'enjeu réglementaire aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne prennent aucune dérogation, aucun risque par rapport à l'ensemble des évaluations qui sont faites. Aucune des structures indépendantes d'évaluation des molécules, et l'ANSES en particulier, ne prend un risque. Et c'est le principe de précaution qui prévaut dans tous les cas de figure. Si on prend le principe de précaution à son extrême, on arrive vers une solution, vers des situations, avec seulement 25 spécialités commerciales autorisées, ce qui fait qu'il y aura forcément beaucoup dans la relève pour des grosses inquiétudes pour certains ravageurs ou certaines maladies, pour conduire un programme de traitement cohérent sur l'ensemble de la vie. Juste pour finir, voilà, c'est cette demande, il y a une demande sociétale vers notre politique, il y a une prise en compte politique de l'ensemble de ces enjeux-là. La réglementation va dans ce sens-là également. Et il me semble nécessaire de bien avoir en tête qu'aujourd'hui l'évolution, et c'est le cas un peu du colloque aujourd'hui, de la transition écologique, c'est de voir comment on va s'orienter vers moins, voire vers pas de produits phytosanitaires demain. Ça paraît complètement illusoire aujourd'hui de faire pas de produits phytosanitaires demain. C'est quand même là-dedans qu'on essaie de s'engager. On y arrivera peut-être, on n'y arrivera peut-être pas complètement, mais c'est la logique et l'obligation vers laquelle on doit s'orienter. Et donc, pour faire toujours les actions qu'on va présenter ce matin, il y a le plan filière qui va être présenté ce matin, il y a le contrôle qui va être présenté ce matin, les aspects, les méthodes de prévision qui devraient permettre d'améliorer les choix et les charges d'application, les techniques d'application qu'on va évoquer ce matin également. Et le dernier point qui sera noté dans la machine, c'est de vérifier les résultats sur lesquels ça peut être une évolution potentielle. C'est l'ensemble de ces paramètres qui devraient permettre d'arriver. Il me semble qu'il n'y a pas une solution miracle. Il va falloir faire évoluer l'ensemble du temps.